Ghislain Deslandes, bonjour. Bonjour Mounia. Vous êtes professeur à l'ESCP Europe et à un ESCPien historique d'ailleurs. On a l'habitude de vous voir sur cette chaîne parler de management sous l'angle philosophique. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le lien entre management et philosophie? On pense qu'il n'y en a pas immédiatement, et c'est vrai que la philosophie n'est pas un outil de gestion quel qu'il soit. Mais il faut se souvenir que la pensée aurorale, ou la figure aurorale de la pensée managériale, c'est Socrate lui-même dans un texte fameux écrit par Xénophon qui s'appelle l'Économique et dans lequel en réalité toutes les questions du management contemporain, le leadership, la gouvernance, le recrutement, la question de savoir si le management est une science ou pas, sont déjà posées en tant que telles. Voilà. Alors l'autre façon peut-être plus simple de considérer le rapport entre les deux, ce serait de se dire que finalement la philosophie ça peut être ou bien une manière de critiquer, donc critiquer ça veut dire quoi ? C'est une opération agricole en réalité, c'est de faire la différence entre le bon grain et l'ivraie, c'est faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la routine et ce qui est de l'ordre de l'événement, on dit l'innovation dans les organisations, c'est d'essayer finalement de s'opposer au camp ou au giron de ceux qui considèrent seulement ce qui va de soi. Et donc c'est s'opposer à la doxa, c'est s'opposer au cliché dominant. Voilà. Et ça je crois que c'est très utile pour un manager. Et puis la deuxième définition, il faudra valider, mais vos éditeurs le feront, où se trouve exactement ce terme chez Nietzsche, mais je crois que c'est dans le Gai Savoir et c'est dans le paragraphe 328 du Gai Savoir. Nietzsche nous dit que la philosophie, c'est nuire à la bêtise, c'est faire du tort à la bêtise. Et il se trouve que dans la recherche contemporaine en gestion, il y a une occurrence de ce problème autour de la bêtise organisationnelle chez Alveson et Spicer, dont je suis venu parler d'ailleurs sur ce plateau, qui constate en réalité que les managers sont de mieux en mieux formés, de plus en plus qualifiés, mais font en réalité des choses idiotes. Et ces choses idiotes, ils les font par habitude, ils les font par mimétisme, ils les font par manque de réflexivité personnelle, et ils le font tout simplement parce que la question du pourquoi n'est plus jamais posée. Et la philosophie est là pour faire dérailler le petit train-train et tenter sans cesse de reposer la question du pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle, à ESCP Europe, on a ce cours Humanité et Management qui sans cesse pose la question du pourquoi dans toutes les dimensions des organisations, du management et du leadership. Alors justement, il y a une partie de la philosophie qui vous intéresse particulièrement, c'est la philosophie pratique et notamment l'éthique. Quel est le lien là encore avec le management? Alors les liens sont nombreux. La théorie de la connaissance, l'épistémologie, la logique, il y a des problèmes métaphysiques en management. Enfin, c'est vrai que ce qui est consubstantiel à l'acte de manager, à l'art de manager, comme on voudra, c'est effectivement l'éthique. Et l'idée derrière ça, c'est de considérer que derrière toute décision qui paraît être une décision technique, il y a des considérations éthiques qui préexistent et qui sont au soubassement. C'est le cas quand vous recrutez, c'est le cas lorsque vous choisissez tel fournisseur ou tel autre, que vous orientez par exemple une politique de délocalisation. Si vous délocalisez, c'est un élément technique, mais c'est aussi, ça a aussi des considérations éthiques, politiques et humaines. Et donc, effectivement, le rôle de notre pédagogie à ESCP Europe, c'est d'essayer à la fois de développer des cours autour de l'éthique et de la responsabilité des managers en tant que tels, mais aussi de diffuser finalement une réflexion qui est à la fois une réflexion sur les impératifs économiques, doublée des impératifs éthiques, dans toute une galerie de disciplines. Vous avez des collègues comme Fabien de Gueuzer en contrôle de gestion, Gilles Arnaud ou Erwan Lamy en management, Jean-Philippe Bouillon en sociologie, enfin des gens que vous connaissez comme Benoît Helbrun en marketing ou Jean-Marc Daniel en économie, qui justement utilisent la philosophie, la conceptualité philosophique, la tradition des grands auteurs européens en philosophie, les auteurs continentaux. Justement, vous citez souvent des auteurs français ou européens. Comment se marient management et Europe ? Alors ESCP Europe, ça se marie très bien puisque c'est un peu notre miel et c'est le cœur de notre dispositif pédagogique. Moi, je vois finalement la notion de management européen comme une alternative au modèle dominant américain. Et ce modèle dominant américain, il est lui-même dominé par finalement une palette lexicale qui est celle de l'économie des années 60, des années 70, des années 80. Et ce que je vois, c'est que de plus en plus d'auteurs américains, et mes principales co-auteurs sud-africaines et américaines, viennent chercher à nouveau dans la pensée européenne, chez les philosophes européens, une manière de renouveler finalement les innovations de contexte et les innovations de concepts en management. Et nous-mêmes, on est partie prenante de cela, ou partie prenante, puisque
au travers d'un certain nombre d'actions. La prochaine, en date, sera celle d'organiser la session annuelle de la Société de philosophie des sciences de gestion, qui fera sa grande réunion annuelle entre le 16 et 18 mai prochain, où on ne parlera pas de Porter, on ne parlera pas de Taylor, on ne parlera pas de Williamson, on va parler d'auteurs allemands comme Husserl et Heidegger, de Français comme Sartre ou Michel Henry, ou d'auteurs italiens, pour faire une place à la pensée italienne contemporaine, comme avec Gianni Vattimo par exemple, qui sont des auteurs d'une toute autre profondeur et qui, même en management, peuvent beaucoup apporter, au moins autant que les auteurs américains que je viens de citer. Et alors, il semble, à vous écouter, qu'on retrouve un petit peu les valeurs prônées par Adolphe Blanqui. Alors ça me fait plaisir que vous prononciez ce doux nom d'Adolphe Blanqui, qui est le visage que vous voyez quand vous arrivez au 79 avenue de la République à l'école. C'est en fait, ça n'engage que moi, mais la grande figure du 19e siècle, hein, je ne vexerai personne puisqu'il a vécu au début du 19e siècle, c'est celui qui a finalement, pendant plusieurs décennies, maintenu l'école à flot. Il en a été un peu l'entrepreneur en quelque sorte, puisqu'à l'époque, personne n'y croyait. On formait des médecins, on formait des militaires, mais on ne formait pas des gestionnaires, on ne formait pas des entrepreneurs. Et ce qui est intéressant chez Blanqui, c'est d'abord sa vie, puisque c'est le frère aîné du révolutionnaire. C'est quelqu'un qui était très pro-business, mais qui par ailleurs a défendu les Proudhon lors de ses différents procès, qui a été à la fin très sensibilisé à la question de la question sociale, et notamment de la condition des ouvriers de son temps. Ça l'a d'ailleurs un petit peu éloigné de son camp à la fin de sa vie. Bref, c'est un personnage inouï qui était à la fois un entrepreneur et qui était en même temps un intellectuel, qui a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques, a publié un grand nombre d'ouvrages. Et en fait, chez Blanqui, on retrouve les trois éléments que j'ai cités tout à l'heure. À la fois, c'était un philosophe, voltairien en l'occurrence, c'était quelqu'un qui était conscient de sa responsabilité de pédagogue. À l'époque, le slogan de l'école, c'était « Commerce oblige ». Et puis enfin, c'est un grand Européen avant l'heure. Il a publié de nombreux ouvrages sur la société, l'économie bulgare, espagnole, anglaise de l'époque. Voilà. Donc tous ces éléments-là font partie de notre ADN, font partie de notre histoire, et il est bon, à l'occasion de ce bicentenaire, de le rappeler. Eh bien, merci beaucoup, Ghislain Deslandes. Merci à vous.